ABK Matin, l'interview. Bonjour Fifi, bonjour à vous, à vos millions d'auditeurs. C'est notre première rencontre de cette année 2024 et nous en profitons pour vous adresser nos vœux les meilleurs. À vous aussi, je vous renvoie les vœux les meilleurs. Voilà. Merci, docteur Édouard Fossivé. Avec vous, on parle de transit et logistique. Logistique et transport, c'est votre spécialité. Vous êtes un expert en la matière. Pour nous intéresser au transit des marchandises du Cameroun en direction du Tchad, de la République centrafricaine, qui est donc au menu des travaux entre les ministres des Transports des trois pays, c'est-à-dire le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad, du côté de Kribi. Et il passe en revue les différentes entraves qui affectent la fluidité des corridors en direction de ces pays-là. Quels sont, docteur Édouard Fossivé, les pesanteurs enregistrés dans le cadre de ce transit sur ce corridor? Il faut d'abord dire que les deux pays, c'est-à-dire la Centrafrique et le Tchad, sont des pays sans façade maritime. Oui. Et que la façade maritime, on dit simplement que c'est le Cameroun à travers Kribi et Douala. Oui. Donc les entraves qu'on peut avoir, ce sont les difficultés en amont, les difficultés tout le long du parcours du corridor. Et en amont, donc, c'est-à-dire au Cameroun, les difficultés qu'on peut avoir, c'est déjà au niveau des deux ports, à travers les espaces d'accueil des marchandises. Vous savez, si le port de Douala et de Kribi peuvent être 10 ports de la Centrafrique et du Tchad, il faut aménager des espaces normalement pour ces ports. Ça veut dire que quand on entre dans le port de Kribi, il faut qu'on trouve un truc qu'on appelle espace du port du Tchad ou bien de la Centrafrique. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est confondu dans le lot. Ça veut dire que ce soit les conteneurs en consommation nationale ou les conteneurs qui transitent, tout est à l'intérieur du même espace portuaire. Et c'est pourquoi la première des choses en termes d'entrave, nous serons donc amenés à dire que c'est aujourd'hui l'entreposage de ces conteneurs au niveau de ces deux espaces portuaires, Kribi et Douala, où on ne distingue pas les conteneurs qui devraient aller au Tchad et les conteneurs qui devaient... Douala a déjà fait quand même une avancée, Oui. parce que lorsque nous avons eu l'encombrement portuaire, on a pu trouver ce que nous appelons simplement le port sec. Oui. On a pu trouver des espaces à l'extérieur pour entreposer certains conteneurs. Et généralement, les conteneurs qui vont donc au Tchad ou bien en République centrafricaine peuvent être stockés à l'extérieur de cet espace pour préparer leur logistique. Ce qui n'empêche en rien de dire qu'au port de Douala aujourd'hui, avec la République centrafricaine, une place que nous appelons l'espace logistique est en train de s'aménager pour que tout ce qui sort, tous les conteneurs, toutes les marchandises en direction de la Centrafrique soient stockés au niveau de cet espace qui aura donc la visibilité des deux douanes, la douane d'entrée Cameroun et la douane de sortie République centrafricaine. Et cet espace logistique permettra donc une fluidité de marchandises. Tout pourra se faire à l'intérieur, soit en export comme à l'export. J'imagine, docteur Édouard Fossivé, que ces différentes pesanteurs que vous venez de relever ont parfois entraîné un manque à gagner du fait de justement l'entrave de la fluidité de transit des marchandises. C'est quoi le manque à gagner que cela a parfois entraîné pour le compte soit du Cameroun ou des pays qui sont concernés par cela? Je n'ai pas développé la partie intermédiaire Oui. des difficultés qu'on peut avoir. Lorsqu'en amont, nous avons l'espace d'entreposage, le long du parcours, nous avons des entraves qui constituent le blocage et le freinage de la logistique, tels que des contrôles inopinés qui amènent aujourd'hui à avoir des coûts invisibles, qui viennent affecter aujourd'hui le coût de transport tout le long du corridor. Si nous prenons seulement, n'est-ce pas, ce côté de coût invisible tout le long du parcours, nous pouvons dire un conteneur qui part de Douala pour Bangui aura pour coût invisible peut-être 500 000 francs. Et si vous avez 1000 conteneurs, vous voyez que vous êtes dans les milliards.
Et par an, on s'est rendu compte qu'on a plus de 3 à 5 milliards de francs qu'on perd au niveau du corridor tout le long du parcours entre le Cameroun et la République centrafricaine. Donc, vous comprenez donc que cette tripartite est tout à fait, surtout le Tchad, a déjà maintes fois insisté pour dévier normalement le passage de ces conteneurs à Douala et à Kribi. Et donc, aujourd'hui, Kribi reçoit les 3 ministres du transport et nous espérons que ces entraves seront levées parce que le coût informel est très élevé et affecte directement le coût de consommation, n'est-ce pas, vers ces pays sans corridor. Oui, bon, mais c'est les consommateurs centrafricains et tchadiens qui en souffrent, qui payent le prix. Toujours. Et qu'est-ce que l'État, en fait, qu'est-ce que le port autonome de Douala perd? Parce que c'est vrai que vous avez expliqué des milliards qu'on peut perdre. On les perd comment? Comment est-ce que ça se fait que ce soit au port? Est-ce que les charges ne sont pas supportées par les pays comme la République centrafricaine ou le Tchad? Non, c'est des coûts invisibles. Ah oui. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'est pas au niveau du port. Oui. Ce sont simplement ce que vous comprenez, que lorsque un policier, un gendarme, n'est-ce pas, bloque un conteneur, vous sortez 5 000 à 10 000. Ce sont ces coûts invisibles tout le long du parcours du corridor qui coûtent des milliards de francs. Oui. Voilà. Docteur Édouard Fossivé, avec vous également, on va s'intéresser à une question qui est essentielle pour vous, le décès le 6 janvier 2024 du professeur Joseph Owona, que vous avez certainement connu et à qui vous souhaitez rendre un hommage en direct et de qui vous avez retenu surtout l'immense œuvre accomplie. Pour dire simple, on est quelque part, mais on peut trouver des parents, n'est-ce pas, dans le long de notre parcours, le long de notre vie. Joseph Owona était pour moi un père. Vous savez, quand vous arrivez à l'université unique dans les années 80 et que vous avez pour chancelier le professeur Joseph Owona, qui très actif dans le cadre du sport, nous a montré effectivement qu'il n'y avait pas de limite entre le chancelier, les étudiants, et se retrouver donc en pleine cité, là où nous nous retrouvons, et surtout pour les matchs de basket où son équipe, le YOUK, Yaoundé University Club, était l'une des meilleures équipes de basket à l'époque. Et un match contre le YOUK et la BEAC a tiré même les hommes politiques, les ministres à la cité universitaire, et il était obligé d'être là. Oui. Voilà comment une amitié naît, et nous tous les basketteurs étaient donc contrôlés par le chancelier de l'époque. J'ai eu donc cette chance d'être plus proche de lui, et voilà comment l'amitié de père et fils commence jusqu'à ce qu'il soit l'auteur de la bourse que j'ai pu avoir pour Bordeaux, là où il est d'ailleurs décédé. Oui. Et donc, tous ses enfants, après moi. D'ailleurs, c'est moi qui ai le professeur Nguini, son premier fils, à l'université. Donc, j'ai fait le voyage boursier avec lui. J'étais en 4e année quand je l'inscrivais en première année. Oui. Et voilà le début de notre amitié jusqu'à ce jour. Oui. Un grand homme, sans dimension, sans frontières d'amour. Mais aujourd'hui, chacun peut trouver de quoi dire. Mais je pense que lorsque j'ai lu le professeur Maurice Kamto, j'ai lu Abel Zongan, j'ai compris que le professeur Joseph Owona était un grand homme parce qu'ils ne se sont pas cantonnés sur le point négatif. Parce que quel que soit ce qu'on fait ici dans la vie, vous aurez toujours le positif et le négatif. Tout à fait. Aujourd'hui, Joseph Owona représente pour l'Afrique, je dis bien pour l'Afrique, un maître. Un savant, parce que toutes les constitutions, si aujourd'hui, quand j'ai parcouru Bezonga, je me suis rendu compte que même la constitution de Cameroun, le professeur Joseph Owona a été obligé de mettre certains points pour ne pas désagréger aujourd'hui les élus locaux que sont les députés de la République. Oui. Et donc, quand le témoignage vient d'un homme politique comme Abel Zongan, je suis flatté de dire le maître savait jouer ses partitions. Le professeur Joseph Owona était donc de ceux-là. Il n'était pas camerounais, il était un Africain. Oui. Et je crois que de ce côté, il faut lui rendre cet hommage. Est-ce que ça vous désole quand même que certains trouvent le moyen d'évoquer l'autre pan de l'homme qu'ils questionnent, c'est-à-dire estimer que peut-être du fait de son appartenance politique, il ne pouvait pas faire autrement, mais il reste quand même que certains disent qu'il aurait pu mieux faire. Oui, mais c'est tout à fait logique. J'ai dit ça tout à l'heure à Fifi. Il y a du positif et du négatif. Mais aujourd'hui, quand on est quelqu'un qui balance
balance dans les 80-20, on ne voit pas les 20. On joue dans les 80. D'accord. Et je crois que Joseph Sowana est de ceux qui jouent dans les 90-10. Oui. Docteur Édouard Fauchivé, nous nous intéressons au transport maritime avec cette information qui nous vient du quotidien L'économie. Les navires camerounais dans la liste noire des Émirats arabes unis. Ils sont interdits de naviguer sur les eaux émirates depuis le 2 janvier 2024. Nous souhaitons en savoir plus. Oui, depuis le 2 janvier, les navires, il faut préciser, les navires pétroliers sont interdits de naviguer au niveau des eaux des Émirats arabes unis, tout simplement parce que, et c'est d'ailleurs l'une des raisons aujourd'hui que nous combattons et nous disons que le Cameroun devait devenir un pays amateur. Le Cameroun, les navires qui battent pavillon, c'est-à-dire immatriculés au Cameroun, sont généralement des navires pétroliers. Et comme nous ne sommes pas un pays amateur, on s'est rendu compte qu'il n'y a que des pétroliers qui viennent s'immatriculer chez nous. Et on les appelle des pétroliers fantômes. Oui. En réalité, des outsiders qui n'ont pas, n'est-ce pas, une assise réelle. C'est un siège reconnu au Cameroun, par exemple. Pardon? Un siège reconnu au Cameroun, ils ne sont pas basés au Cameroun? Oui, qui ne sont pas basés au Cameroun. C'est-à-dire que vous trouvez un amateur, peut-être de l'Amérique du Sud, qui vient immatriculer son navire au Cameroun. Oui. Et ce pétrolier, donc, doit parcourir le monde entier, surtout le monde pétrolier. Et on se rend compte que les bases des exigences sécuritaires ne sont pas respectées. Et c'est pour ça qu'on les appelle les navires pétroliers fantômes. Oui. Et donc, on ne peut pas sanctionner un amateur, on sanctionne plutôt le pays immatriculé. Mais pourquoi est-ce que le Cameroun leur offre ces facilités-là? Ce qui ne pourrait pas être possible dans un autre pays est possible au Cameroun. Pourquoi? Mais vous savez que la marine marchande, vous êtes libre. Vous posez la question, si vous sortez votre voiture du port et que vous allez l'immatriculer au sud, qui vous bloque? C'est l'immatriculation qui vous empêche d'aller immatriculer votre voiture à l'ouest. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les Camerounais préfèrent immatriculer au sud-ouest ou au sud, là où le coût d'immatriculation est moins cher. Oui. Donc, c'est question aujourd'hui de coût. Mais sauf que l'exigence de sécurité et des conditions de navigabilité, le Cameroun ne met pas ça comme les prémices donc, pour cette immatriculation de navire. Nous disons simplement qu'il y a une facilité à immatriculer le navire au Cameroun. Oui. Mais malheureusement, dans le concept de sécurité internationale, on se rend compte que beaucoup de navires qui ont pour pavillon le Cameroun ne respectent pas les conditions de sécurité de navigabilité vers les eaux des autres pays comme l'Émirat. Oui. Et c'est pour ça donc on appelle ces navires les pétroliers fantômes. Donc le Cameroun n'a pas grand-chose à craindre en ce qui concerne cette interdiction de navigation. Non, disons le seul navire camerounais, les seuls navires camerounais qui battant pavillon Cameroun et nous appartenant, c'est les anciens navires de Kamchip aujourd'hui qui font le transport du brut. Oui. Mais beaucoup des autres navires qui battent pavillon Cameroun aujourd'hui et qui vont de gauche à droite dans le monde entier, le monde pétrolier, ce ne sont pas les navires camerounais. Docteur, pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas s'offrir des navires pour pouvoir faire ce type d'activité? Ce sont les moyens qui ne sont pas favorables, accessibles. C'est quoi le problème? Non, disons qu'aujourd'hui, le véritable problème, d'ailleurs, de notre économie, oui, c'est parce que nous ne contrôlons pas notre coût de transport. Nous avons le vecteur de transport international contrôlé par le transport maritime et le transport aérien est un grave problème au Cameroun. Nous n'avons ni un avion qui peut faire de l'international. Oui. Nous n'avons aucun navire qui peut parcourir les eaux du monde. Et donc, nous sommes tributaires aujourd'hui de coûts de transport à l'international, aérien comme maritime. La première des choses, c'est que nous développons aujourd'hui, avec possibilité de développer 3 ports, dont 2 ports en eau profonde, Limbe et Kribi, plus le port de Douala. Mais nous n'avons pas de navire et nous avons crié maintes fois que le Cameroun se doit d'être un pays amateur. On ne peut pas aujourd'hui développer les plateformes sans avoir aujourd'hui ces questions de politique. Ah oui. Donc, on a 2 ports, un port à Kribi, un port à Douala, mais on n'a aucun navire. Sans navire, comme nous avons des aéroports avec les coefficients internationaux validés, mais nous n'avons pas d'avion.
nous faisons ce qu'on appelle les vols internes. Donc, il y a nécessité aujourd'hui que soit les entreprises, les partenaires privés, avec le gouvernement, puissent s'asseoir sur la table, n'est-ce pas, pour trouver une solution. Même si l'État aujourd'hui ne peut plus, n'est-ce pas, s'engager à avoir une société de transport maritime, oui. Mais les Camerounais peuvent s'associer pour avoir aujourd'hui plus que jamais des sociétés de transport maritime. Qu'est-ce que le Cameroun gagnerait à être un pays amateur? Amateur, oui, propriétaire. Oui. Mais tout de suite, c'est le coût de consommation. C'est ce que nous appelons le contrôle de l'inflation. Vous savez, cette inflation et la baisse de coûts de consommation que décrète le ministère du Commerce nous gêne. Oui. Nous gêne parce qu'ils n'ont pas des variables justes pour pouvoir baisser le coût, par exemple, d'un kilo de riz sur le marché. Mais étant aujourd'hui un pays amateur, contrôlant le coût de transport, il suffit que l'État puisse dire, comme dans les années 2008, que le coût de transport, celui qui réserve l'espace dans les navires camerounais, aura l'avantage peut-être de baisse de 10%, ou les chargeurs camerounais, dans le cadre du commerce international, seront facturés à peut-être 70%. Oui. Et lorsqu'on a dit ça, ça a fait tout de suite le coût de consommation. Peut-être qu'avant que de continuer votre entretien, il faut dire pour la gouverne des auditeurs que l'armateur possède, gère, exploite le navire, les navires. Tout à fait. L'armateur, c'est le propriétaire de navire. Le propriétaire de navire. Voilà, docteur Edouard Fossivé, nous parlons d'une autre question qui intéresse les Camerounais au plus haut point, c'est l'actualité sportive et la présence des Lions indomptables du Cameroun du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous sais très fan du football et particulièrement de notre équipe, les Lions indomptables du Cameroun, qui se trouve donc du côté de Yamoussoukro depuis hier. Selon vous, avec l'effectif du sélectionneur-manager Rigobert Samba, le Cameroun peut-il faire mouche du côté de la Côte d'Ivoire? Vous ne vous êtes pas rendu compte avec Didier que depuis pratiquement un mois, je ne parle plus du football, des données sportives. Je sais que vous en souffrez, mais bon, vous faites violence. Parce que lorsque nous allions à la Coupe du Monde, nous avions un seul objectif, c'était de ramener la Coupe du Monde. Nous avons crié à ABK en disant que ce n'est pas possible. Oui. Maintenant que nous allons à la Coupe des Nations, où il y avait possibilité de remettre cet objectif, alors les seigneurs de la boule ronde n'ont plus parlé, n'ont plus donné les objectifs. La première question, c'est que, à travers votre question, vous voulez que je dise quoi? Plus que les gestionnaires du football camerounais ne nous ont pas donné les objectifs. On peut quand même leur assigner nos objectifs en tant que citoyens. Ce n'est pas à nous d'assigner l'objectif, c'était au président de la fédération. Peut-être parce que, docteur, ça va de soi, non, que c'est au moins objectif final. C'est-à-dire revenir avec le trophée à la maison. Non, j'aurais voulu que ceci vienne, que ceci soit dit de la bouche de Samuel Eto'o, comme il avait fait pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est le silence total. Donc, à travers le silence total, maintenant, je pense que l'objectif, maintenant, c'est ce qui arrivera, arrivera. Donc, voilà ce qu'il faut dire. Si nous pouvons gagner, on gagne. Si on peut perdre, on perd. L'objectif, c'est de les protéger. Mais personnellement, vous faites confiance en notre équipe, non? Oui, si c'est pour l'ossature de l'équipe, je me dis, l'équipe est constituée de telle sorte qu'on peut défendre, on peut être parmi les 4 meilleurs. Mais est-ce que l'entraîneur, est-ce que le staff de la fédération croit aujourd'hui à l'équipe nationale? Le silence est total. Je n'ai pas suivi un responsable commenter le match de l'autre jour contre la Gambie. Silence total. Donc si c'est la stratégie du staff, oui. C'est que, bon, nous aussi, nous disons, on attend voir. Docteur, est-ce que vous ne pensez pas que le président de la FECAFOOT, docteur Samuel Eto'o, je vais l'appeler comme certains, ait choisi peut-être de garder le silence juste pour ramener réellement ce trophée? Parce qu'au Qatar, il a fait la promesse de nous ramener le trophée, puis ça n'a pas été possible. C'est ce qu'on lui a dit depuis. Nous lui avons dit qu'il était beaucoup plus journaliste que sportif. C'était un peu prétentieux. Oui. Il a rêvé grand, c'est tout à fait normal de rêver grand. C'est tout à fait normal de rêver grand. Mais de mettre aujourd'hui tout ce qu'il y a comme axes pour arriver au résultat. Mais malheureusement, pour lui, il n'avait pas des axes pour atteindre ce résultat. Aujourd'hui, je pense qu'il a compris. Et c'est en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire nous a toujours porté bonheur. Oui. D'ailleurs,
La Côte d'Ivoire, c'est notre femme. C'est la belle famille. C'est fixer mon regard. Et donc, si tel est le cas, ça veut dire que je suis content qu'il soit parti rendre un hommage à Houphouët-Boigny, parce que leur première Coupe de Nations était remise par le président Houphouët-Boigny. Et à travers ceci, comme nous sommes des Bantous, nous pensons que la Côte d'Ivoire nous donnera notre Coupe des Nations à travers Ouattara. Docteur, je m'étais réservé le droit de vous poser une question à la fin de votre entretien. Nous y arrivons. Et en disant déjà bonjour à Kémy Séba qui nous écoute et qui sera très probablement en notre compagnie courant journée. On verra bien. On en a parlé. Alors, docteur Edouard Fauchivé, il s'est passé qu'en France, un jeune Premier ministre a été porté aux affaires. Gabriel Attal, 34 ans seulement. Un autre jeune Camerounais député, lui, qui veut devenir président, s'est fendu d'un tweet dans lequel, je parle bien de Cabral Libby, il explique que cela n'est pas possible au Cameroun, en des termes qui sont les siens, mais c'est exactement ce qu'il a sous-entendu. Et il y a quelques jours sur ABK Radio, ma question va durer encore quelques secondes, sur ABK Radio, les auditeurs évoquaient le fait que le RDPC pourrait tirer des ficelles dans l'ombre, peut-être tirerait des ficelles dans l'ombre dans ce qui arrive à Cabral Libby au PCRN. On connaît son contentieux avec Robert Kona, Fifi. Et cela a eu pour don de vous irriter. Et ce jour, vous avez appelé dans ABK vous écoute, tensant la pauvre Suzanne Lipem qui ne faisait que donner la parole aux auditeurs en estimant que nous n'aurions pas dû laisser que les auditeurs s'expriment sur cette question qui est pourtant une question essentielle. Docteur Fauchivé, est-ce que vous ne pensez pas que Cabral Libby souffre d'une main noire dans l'ombre, des choses comme ça? Ah là. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, docteur. Non, je veux répondre. D'ailleurs, Suzanne Lipem était avec El Jirim qui est en studio en ce moment. Ah d'accord, c'est lui. Oui, c'est lui. El Ah Jirim. d'accord, Voilà, d'accord. Oh, le nom compliqué là. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Ah, ce sont mes gens de 10h à 12h. C'est ça. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, j'ai développé ça. Je n'étais pas content qu'on me posât sur la table cette question. C'est ça. Mais votre question a plusieurs démembrements. C'est ça. Plusieurs démembrements. Je voulais d'abord dire bonjour à Séba. Oui, Kémy. Le panafricaniste dont je suis un fan et j'aimerais le rencontrer. Très bien. Vous savez, nous avons porté ces idées pour combattre ensemble le départ de Bolloré du terminal à conteneurs. Nous nous sommes appuyés sur certaines données de ce grand homme panafricaniste. Je voulais dire bonjour et bienvenue sur la terre de Mouniobé. Donc, pour dire simple, vous êtes parti de la France pour vous retrouver au Cameroun à travers la nomination de Gabriel Attal. Vous savez, en politique aujourd'hui, je refuse que l'âge soit une exigence. Et c'est là où votre question, pour moi, semble biaisée. Ce n'est pas question d'âge. C'est que nous avons un objectif à atteindre et nous voulons voir quels sont ceux qui peuvent porter l'idée ou bien développer les stratégies pour atteindre les objectifs. Mon père Joseph Ouana vient de quitter la terre à 78 ans. Il pouvait être président de la République. Il pouvait être président du Sénat. Il pouvait être à cet âge. Le problème aujourd'hui, c'est la capacité. C'est si vous gardez la même notion de réflexion telle que vous êtes là, rien ne vous empêche de pouvoir être ici pendant 15-20 ans. C'est ça. Mais si on trouve quelqu'un qui peut aujourd'hui apporter le même résultat en valeur ajoutée plus, ben on fera donc partie. Voilà. Donc quand j'ai dit ça, je reviens donc sur mon jeune frère et pour dire simplement Cabral Libby. Cabral Libby, pour dire que comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. En d'autres termes. Voilà. Donc il sait parfaitement qu'il n'est pas président d'un parti politique. Je dis bien, je reprends. J'espère qu'il me suit. Lorsque vous êtes locataire, vous n'êtes pas propriétaire. Docteur, même si c'est une assemblée générale, au cours d'une assemblée que vous avez été désigné... En 2019, il a été élu en 2019. Il n'est pas... Je reviens encore pour dire, il est locataire. Il n'est pas propriétaire, il est locataire d'un parti politique. Et c'est le seul au Cameroun qui joue le rôle de locataire. Aujourd'hui, il ne peut pas discuter sur la même table avec le président Paul Biya, avec, je voulais dire Nijon Fundi, paix à son âme, avec Joshua aussi, oui. Avec Tomaino Ndam, parce qu'ils portent leur parti depuis la source. Et donc,
Maintenant, transformer, laisser le problème qu'il a. Puisque vous prenez la chose comme ça, docteur, pardon, de vous couper, je vous redonne la parole dans 30 secondes. C'est un peu biaisé aussi, permettez. Non. Quand vous parlez de Tomaino, par exemple, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'on lui conteste. Non, on sait très bien n'entrons que, pas à l'intérieur. C'est pourquoi je dis que ce qui est vrai pour le parti l'UDC est dirigé aujourd'hui par Tomano. Oui, mais ce qui est vrai pour eux pourrait l'être pour Cabral Libby, qui a été élu à l'issue d'un... Mais il faut parler d'élu. Je ne suis pas sûr. Il est président, il exerce. Je ne suis pas sûr le créateur, si vous voulez, du parti. Ce n'est pas lui. Oui, mais... Docteur, on ne parle pas que disent les statuts du PCRN qui est désigné à la tête? Moi, je crois que parfois, quand on crée une association, il y a aussi les statuts. C'est au cours d'une assemblée générale que vous pouvez être porté à la tête d'une structure et à ce moment-là, on ne pourra plus parler du fondateur de la structure. On s'appuiera sur les textes. Mais c'est vous qui dites. La preuve... On a connu, par exemple, Sam Séverin à la nationale. Mais il n'en était pas le président, le fondateur. Mais où à ce jour? Il a été dans votre parti, on ne sait pas trop s'il y est. Ah d'accord. Donc je pense que le problème qui arrive à Cabral Libby aujourd'hui, c'est parce que d'un côté, il n'est pas, je vais dire, redevable de ce qu'on fait. J'ai suivi le créateur, le nom... Oui, Robert Kona. Robert Kona. Oui. Bon, je l'ai suivi, son interview. Il faisait comprendre aux gens que le jeune Cabral Libby n'a pas été respectueux, n'est-ce pas, des conditions qui avait été posé. Et si on écoute également Cabral Libby, il vous donnera le contraire de tout ce qui est dit aujourd'hui par Robert Kona. Maintenant, Fifi, je vous pose donc la question, est-ce que ça peut se faire au SDF, ce qui est en train de se passer? Non. Peut-être quand Didier vous a posé la question tout à l'heure de savoir si vous ne tirez pas les ficelles dans l'ombre, c'est parce que à la base, on sait très bien que Cabral Libby était parti pour créer son parti politique, mais il n'en a jamais eu l'opportunité parce que au niveau du ministère de l'administration territoriale, on ne lui a pas donné cette opportunité de créer son propre parti. Vous savez, Fifi, qu'après qu'il est obligé de squatter je veux vous dire au PCRN. Je veux vous dire quelque chose dans le monde politique du Cameroun. Méfiez-vous de ce qui se dit. Il faut vivre. Il dit qu'il a eu des difficultés pour la création. Il y a 40 partis politiques qui viennent de naître. S'il l'avait dit que parmi les 40 partis, il a déposé son dossier, qui vous disent en quelle année il a déposé son dossier. Lorsque vous déposez le dossier au ministère de l'administration territoriale, on vous donne, n'est-ce pas, le récépissé de dépôt. Qui vous présente ce récépissé de dépôt? C'est tout. Et ensuite, la création de partis politiques au Cameroun, c'est la chose la plus simple. Mais pourquoi on devait bloquer quelqu'un qui a 5 députés aujourd'hui? Dans le principe, c'est la chose la plus simple. Dans le principe. Oui, dans le principe. Voilà. Et c'est pour ça que ce jour-là, je m'étais révolté pour dire que, mais pourquoi vous permettez, n'est-ce pas, aux auditeurs de faire comme si ce qui arrive à Cabral Libby vient du RDPC. Pourquoi? Ça vient de lui-même. Mais est-ce que ça ne questionne pas que beaucoup d'auditeurs le pensent? Parce que je vais vous dire la quasi-totalité, enfin à 50%, Suzanne Lipem est là, je ne vais pas parler à sa place, elle va confirmer. À 50%, Suzanne Lipem, les auditeurs estimaient que le RDPC jouait un certain rôle dans l'affaire. Vous répondez par oui ou par non? Par oui. Voilà, c'est ça. Bonjour, docteur. Et pas que les auditeurs, on a reçu également Christian Diokonga, qui est un communicant du PCRN, qui a dit ici qu'il détenait des preuves, des vols. Mais ces preuves sont où? Qu'on nous les prouve, qu'on nous les montre. Qui prouvent qu'aujourd'hui, Robert Kona est complètement manipulé par l'administration. J'avais suivi. Oui. Mais c'est justement ce que je dis. Vous vivez le monde des réseaux sociaux. Et voilà un élément. Mais il faut compter avec le monde des réseaux sociaux. Mais qu'ils vous disent que voici la preuve que, je commence par Cabral Libby. Déposer un dossier au ministère de l'administration territoriale, c'est contre récépissé. Son récépissé de dépôt est où? De son parti. Quelqu'un qui loue une maison, qui se lève un jour pour dire que c'est sa maison, qu'il est propriétaire, mais vous êtes locataire. Même quand on est à la tête non, c'est un locataire de parti politique. Il faut le dire. Mais du fait de payer, ce qui arrive toujours du fait de payer un loyer, fait de vous le propriétaire pour le temps que dure votre bail. Docteur Fauchivé, pourquoi vous voulez nous balader? Et vous n'allez pas faire comme si Cabral Libby, du fait d'être propriétaire, n'avait pas autorité et compétence pour exercer en tant que président du parti. Mais non, c'est de la politique que vous dans tous les cas, le contrat bail a ce qu'on appelle les avantages du bailleur et les avantages du locataire. Évidemment. Donc, je dis donc que... Qui veut le débouter des siens? Ce n'est pas le RDPC. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un contrat entre deux
personne, je ne vois pas aujourd'hui d'autorité comment une troisième personne peut naître. Et c'est là où je n'étais pas d'accord avec Suzanne. Oui. Non, avec ses auditeurs. Avec ses auditeurs. Voilà, c'est ça, avec ses voilà, auditeurs. je corrige. Avec ses auditeurs. Et donc, je lui avais fait comprendre que je ne comprends pas comment, d'un contrat de deux visibles où nous avons le A, le vendeur, le B, l'acheteur, une troisième personne née lors de l'exécution du contrat, ce n'est pas possible. Donc le RDPC ne peut pas, et le ministre de l'administration territoriale ne peut pas aujourd'hui empêcher, n'est-ce pas, Cabral Libye d'avoir un parti, d'autant plus qu'il participe à la politique de ce pays à travers l'Assemblée nationale. Soyons quand même respectueux. Il faut d'abord que Cabral nous montre aujourd'hui le récépissé de dépôt de son dossier. Et ce que Kona lui a fait nécessite qu'il puisse mettre sur pied son parti politique. J'espère qu'il est en train de travailler dans ce sens. On espère également qu'il en aura l'opportunité. Dès qu'il déposera, qu'il me tienne informé. Ah oui. Et je deviendrai son supporter jusqu'à ce qu'on puisse valider son parti politique. Vous voyez que vous êtes des faiseurs de roi, non? Non, je ne suis pas faiseur de roi. Non, je parle du parti. Non, je dis que non, je vous Didier, pour qu'ensemble, on puisse porter, n'est-ce pas, faire comprendre aux uns aux autres que non, pas le RDPC. Oui. Le ministère de l'administration territoriale ne peut pas empêcher aujourd'hui la création d'un parti. Dès qu'il a son récépissé, il dépose copie à ABK, nous allons ventiler et nous allons faire cette pression pour que son parti puisse être mis sur pied. Cabral Libye écoute cette radio via l'application. Alors, dites-lui que son grand frère a dit ça. Voilà. Et je serai le premier à défendre qu'il puisse avoir son parti, qu'il cesse d'être locataire. Mais peut-être à quel moment? En espérant surtout qu'Armand Ocol ne vous écoute pas et qu'il vous réponde par... Armand Ocol ne peut pas me répondre puisqu'il sortit des pistolets très musclés. Ah non, ce sont des locataires. Ce sont des locataires. Écoutez, l'émission est terminée, Fifi. Oui, bien sûr. Docteur Edouard Fossivé, merci d'être passé par ici ce matin. Merci, Fifi.